Troisième couplet. Le second des trois esprits. S'éveillant au milieu d'un ronflement d'une sonorité prodigieuse et se mettant sur son séant pour rassembler ses pensées, Scrooge n'eut pas besoin d'être informé qu'une fois de plus, le coup d'une heure allait sonner. Il sentit qu'il était rendu à la vie consciente juste au bon moment, dans le but exprès d'entrer en conférence avec le deuxième messager qui lui serait dépêché grâce à l'intervention de Jacob Marley. Mais comme il s'aperçut qu'un frisson glacé le saisissait lorsqu'il se demandait lequel des rideaux de son lit ce nouveau spectre allait tirer, il les ouvrit tous de ses propres mains, et s'allongeant de nouveau, se mit aux aguets pour surveiller les abords de son lit avec vigilance, car il désirait affronter bravement l'esprit au moment même où il apparaîtrait, et ne voulait pas se laisser prendre par surprise, ni perdre son sang-froid. Messieurs les gens désinvoltes, qui se targuent de ne s'étonner de rien et d'être, quoi qu'il arrive, à la hauteur des circonstances, décrivent le vaste champ de leur pouvoir d'affronter les aventures en se déclarant prêts à n'importe quoi, du jeu de pile ou face à l'homicide, point extrême entre lesquels se présente sans aucun doute un choix de sujets nombreux et variés. Sans m'engager aussi hardiment pour Scrooge, je n'hésiterai pas à vous prier de croire qu'il était prêt à voir surgir bon nombre d'apparitions bizarres et que peu de choses, d'un petit bébé à un rhinocéros, auraient pu le surprendre. Or, il s'attendait à tout, ou peu s'en faut, il n'était nullement préparé à ce qu'il n'arrive à rien. Par conséquent, lorsqu'une heure sonna à la pendule sans qu'aucune apparition eût fait son entrée, il fut saisi de tremblements violents. 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure passèrent. Rien ne se produisit. Pendant ce temps, il reposait sur son lit au centre et au cœur même d'une grande lueur rougeâtre dont les rayons avaient convergé sur lui au moment précis où sonnait l'heure. N'étant que lumière, la chose était plus alarmante pour lui qu'une douzaine de fantômes, car il lui était impossible de savoir ce qu'elle signifiait ou présageait. Il craignait même par instant d'offrir, sans avoir la consolation de le savoir, un cas fort intéressant de combustion spontanée. À la fin, toutefois, il lui vint à l'idée ce que vous ou moi nous aurions pensé dès le début, car c'est toujours la personne qui ne s'est pas trouvée dans l'embarras qui sait ce qu'il aurait fallu faire, ce qu'elle-même aurait fait indubitablement. À la fin, dis-je, il lui vint à l'idée que la source et le secret de cette lumière spectrale pourraient bien se trouver dans la chambre voisine, d'où, lorsque Scrooge la suivit à la trace, il eut l'impression qu'elle émanait. Cette idée s'étant complètement emparée de son cerveau, il se leva doucement, enfila ses pantoufles et se glissa jusqu'à la porte. Au moment où il posait la main sur le loquet, une voix inconnue l'appela par son nom et lui enjoignit d'entrer. Il obéit. C'était son propre petit salon, cela ne faisait aucun doute. Mais la pièce avait subi une étonnante transformation. Les murs et le plafond étaient si bien ornés de feuillage vert qu'on eût dit un vrai bocage où, de tous côtés, scintillaient de brillantes baies. Les feuilles luisantes de houx, de gui et de lierre reflétaient la lumière comme autant de petits miroirs éparpillés parmi la ramure. Et dans la cheminée montait en rugissant une flambée magnifique, dont ce triste foyer pétrifié n'avait jamais connu l'ardeur, ni autant de Scrooge, ni autant de Marley depuis bien des hivers. Entassés sur le plancher et formant une sorte de trône, on voyait des dindes, des oies, du gibier, des volailles, de la charcuterie, de grands quartiers de viande, des cochons de lait, de longs chapelets de saucisses, des petits pâtés, des puddings de Noël, des tonnelets d'huîtres, des châtaignes grillées toutes chaudes, des pommes aux joues écarlates, de juteuses oranges, de succulentes poires, d'immenses gâteaux des rois et des bols d'un punch bouillant qui obscurcissait la pièce de sa délicieuse vapeur. Trônant nonchalamment sur cette pyramide était assis un joyeux géant, magnifique à voir. Il tenait à la main une torche allumée dont la forme évoquait une corne d'abondance, et il l'éleva très haut afin de répandre sa lumière sur Scrooge lorsque ce dernier passa la tête par la porte. « Entre !» s'écria le fantôme. « Entre et apprends à mieux me connaître, l'ami !» Scrooge s'avança timidement et se tint devant l'esprit la tête basse. Ce n'était plus le Scrooge rétif des heures précédentes, mais bien que les yeux de l'esprit fussent clairs et pleins de bonté, il n'aimait pas rencontrer leur regard. « Je suis l'esprit du Noël présent, » dit le fantôme. « Regarde-moi en face. » Scrooge obéit avec respect. L'esprit était vêtu d'une robe simple, une tunique bordée de fourrure blanche. L'étoffe se drapait si négligemment autour de son corps que sa vaste poitrine était nue, comme s'il dédaignait d'user d'un artifice pour se garantir ou se cacher. Ses pieds qui dépassaient des amples plis du vêtement étaient nus pareillement, et pour seule coiffure il portait une couronne de houx parsemée de glaçons brillants.
Les longues boucles de sa chevelure brune flottaient librement, sans plus de contrainte qu'il n'y en avait dans son visage franc, son œil clair, sa main ouverte, sa voix gaie, ses manières aisées et son air jovial. À sa taille pendait un antique fourreau, mais il était vide de toute épée et rongé par la rouille. « Tu n'as jamais vu mon pareil !» s'écria l'esprit. « Jamais, » répondit Scrooge. « Tu n'as jamais fréquenté les jeunes membres de ma famille, je veux dire, car je suis très jeune, mes frères aînés de ces dernières années, » poursuivit le fantôme. « Je ne le crois pas, » dit Scrooge. « Je regrette, mais je ne le crois pas. Avez-vous beaucoup de frères, esprit ?»« Plus de 1800, » répondit l'esprit. « Famille énorme et ruineuse à entretenir, » murmura Scrooge. L'esprit du Noël présent se leva. « Esprit, » dit Scrooge avec soumission, « conduisez-moi où vous voudrez. Je me suis promené la nuit dernière malgré moi et j'ai reçu une leçon qui commence à porter ses fruits. Si vous avez ce soir quelque chose à m'enseigner, je veux en faire mon profit. »« Touche ma robe. » Scrooge fit ce qu'on lui disait et saisit la robe d'une main ferme. Houx, gui, baies rouges, lierre, dinde, oie, gibier, volaille, charcuterie, viande, cochon, saucisse, huître, pâté, pudding, fruits et punch. Tout disparut à l'instant. S'évanouirent de même le feu, la pièce, la lueur rougeâtre, l'heure nocturne. Et ils se trouvèrent le matin de Noël dans les rues de la ville, où les gens faisaient une sorte de musique frustre, mais assez alerte et assez plaisante, en raclant la neige qui couvrait le trottoir devant leur maison et en la faisant tomber du toit, à l'immense joie des gamins ravis de la voir s'écraser sur la route avec un plouf et s'éparpiller en immenses avalanches. La façade des maisons paraissait très noire, et les fenêtres encore plus noires, par contraste avec la nappe de neige lisse et blanche des toits et avec la neige moins propre dont la dernière couche sur le sol avait été labourée de profonds sillons par les roues passantes des charrettes et des voitures. Ces sillons se croisaient et se recroisaient des centaines de fois au carrefour des grandes artères et creusaient un réseau compliqué d'ornières dont le tracé se perdait dans la boue épaisse et jaune mêlée d'eau glacée. Le ciel était sombre, et les rues les plus courtes étaient bouchées par une brume noirâtre, moitié glace, moitié eau, où les particules plus pesantes descendaient en averses de suie, comme si toutes les cheminées de la Grande-Bretagne avaient pris feu d'un commun accord et flambaient à cœur joie. Il n'y avait rien de très gai dans le climat ni dans la ville, et pourtant il régnait partout un air de liesse que le ciel d'été le plus clair, le plus brillant soleil d'été aurait en vain tenté de diffuser. Car les gens qui pelletaient la neige sur les toits étaient affables et de bonne humeur. Ils s'appelaient d'un appentis à l'autre et de temps en temps, en manière de plaisanterie, ils échangeaient une boule de neige, projectile assurément plus inoffensif que bien des plaisanteries en paroles. Ils riaient aux éclats quand ils atteignaient leur cible, et d'aussi bon cœur quand ils la manquaient. Les boutiques des marchands de volailles étaient encore à demi ouvertes, et celles des fruitiers rayonnaient de toute leur splendeur. Il y avait de grands paniers de châtaignes, ronds et ventrus comme de vieux monsieur bon vivants à la panse rebondie, s'étalant à la porte et débordant jusque sur le trottoir dans leur apoplectique prospérité. Il y avait des oignons d'Espagne, aux larges flancs, rougeâtres et basanés, luisants et obèses comme les moines de ce pays, lançant du haut de leur étagère d'aguichantes œillades aux jeunes filles qui passaient, puis regardant d'un air innocent le gui suspendu au plafond. Il y avait des poires et des pommes amoncelées en brillantes pyramides. Il y avait des grappes de raisins que le boutiquier avait suspendues par bonté à des crochets bien visibles pour que les passants en eussent gratis l'eau à la bouche. Il y avait des piles de noisettes brunes et moussues, rappelant par leur parfum les promenades dans les bois et le plaisir d'enfoncer lentement dans les feuilles mortes jusqu'à la cheville. Il y avait des chaussons aux pommes, trapus et dorés, dont le hâle faisait ressortir le jaune des oranges et des citrons, et qui, de toute la densité de leurs juteuses personnes, priaient et suppliaient avec insistance qu'on les emportât dans des sacs en papier pour les manger après le dîner. Les poissons rouges eux-mêmes placés dans un bocal au milieu de ces fruits de choix, bien qu'appartenant à une race apathique dont le sang stagne, paraissaient savoir qu'il se passait quelque chose, et tournaient en rond du premier au dernier, la bouche ouverte, autour de leur petit univers, en proie à une excitation lente et sans passion. Les épiceries, oh, les épiceries, presque fermées, tous les volets en place sauf un ou deux peut-être, mais par ces fentes, quelle perspective! Ce n'était pas seulement le son joyeux des plateaux de balance descendant sur le comptoir, ni l'allégresse avec laquelle la ficelle se séparait de sa bobine, ni le cliquetis des boîtes de fer blanc montant et descendant comme dans un tour de jongleur, ni même les arômes mêlés du thé et du café si agréables à l'odorat. L'abondance et la beauté des raisins secs, l'extrême blancheur des amandes, la longueur des bâtons de cannelle si droits, la qualité exquise des autres épices, les fruits confits couverts d'une couche inégalable de sucre fondu, si épaisse qu'on s'en sentait pris en les voyant d'une légère faiblesse et de tiraillement d'estomac.
Ce n'était pas non plus parce que les figues étaient moites et charnues, ou parce que les pruneaux au goût un peu acidulé rougissaient modestement dans leur boîte haute en couleurs, ou parce que tout était bon à manger et paré pour Noël. Mais c'est que les clients se hâtaient, si impatients de goûter les joies promises par ce jour qu'ils se bousculaient en franchissant la porte, écrasant l'un contre l'autre leurs paniers à provisions dans leur hâte fiévreuse, oubliant leurs emplettes sur les comptoirs, revenant les chercher en courant, et commettaient 1000 erreurs de cette sorte de la meilleure humeur du monde, tandis que l'épicier et ses garçons montraient tant de franche gentillesse que les cœurs de métal poli qui agrafaient leur tablier par derrière auraient pu être leurs propres cœurs, exposés aux yeux de tous et livrés aux petites corneilles de Noël s'il leur plaisait de les picorer. Mais les cloches invitèrent bientôt toutes les bonnes gens à se rendre à l'église ou à la chapelle. Ils sortirent en troupe et se répandirent dans les rues, ayant arboré leurs plus beaux habits et leur visage le plus joyeux. En même temps, d'une quantité de rues latérales, d'impasses et de courettes sans nom, sortaient d'innombrables personnes portant leur dîner à cuire chez le boulanger. La vue de ces pauvres festins parut intéresser vivement l'esprit, car il alla se poster, avec Scrooge à ses côtés, sur le seuil d'une boulangerie, et soulevant les couvercles à mesure que passaient leurs porteurs, il répandait sur leur dîner quelques grains de l'encens qui brûlait dans sa torche. C'était en vérité une torche peu commune que la sienne. Une fois ou deux, quelques coltineurs de dîner qui s'étaient heurtés rudement ayant échangé des mots de colère, l'esprit fit tomber sur eux quelques gouttelettes, et la bonne humeur leur revint immédiatement, car, disait-il, ce serait une honte de se quereller le jour de Noël, et rien de plus vrai, Dieu soit loué. Rien de plus vrai. Peu à peu les cloches se turent, les boulangeries se fermèrent et l'on vit apparaître le réconfortant présage de tous ces dîners en cours de cuisson dans la tache de neige fondue qui s'élargissait près des fours de boulanger où le trottoir fumait comme si ces pierres étaient en train de cuire, elles aussi. Y a-t-il une saveur spéciale dans ce que vous répandez avec cette torche ? Demanda Scrooge. Oui, ma propre saveur. Peut-elle agir sur n'importe quel dîner aujourd'hui ? Sur tous ceux qui sont offerts de bon cœur, les plus pauvres spécialement. Pourquoi les plus pauvres ? Parce qu'ils en ont le plus besoin. Esprit, dit Scrooge après un moment de réflexion, je m'étonne que de tous les êtres habitant les divers mondes qui nous entourent, vous soyez celui qui cherche à priver ces pauvres gens des occasions de prendre un plaisir innocent. Moi ? S'écria l'esprit. Vous voulez leur ôter la possibilité de dîner le 7e jour, et c'est souvent le seul où l'on puisse dire qu'ils dînent, n'est-ce pas vrai ? Moi ! S'écria l'esprit. N'est-ce pas vous qui entretenez de fermer ces boutiques le jour du sabbat, ce qui revient au même ? Dit Scrooge. Moi, entreprendre cela ? Pardonnez-moi si je me trompe, cela s'est fait en votre nom, ou du moins au nom de votre famille. Il y a sur cette terre que tu habites, dit l'esprit, des hommes qui ont la prétention de nous connaître et qui couvrent de notre nom leurs actes de passion, d'orgueil, de méchanceté, de haine, d'envie, de bigoterie et d'égoïsme. Or ils nous sont aussi étrangers à nous et à tous les nôtres que s'ils n'avaient jamais vécu. Rappelle-toi cela et rends-les responsables de ce qu'ils font, au lieu de nous en accuser. Scrooge promit qu'il le ferait, et toujours invisibles, ils continuèrent à cheminer en pénétrant dans les faubourgs de la ville. C'était une faculté remarquable de l'esprit. Scrooge l'avait observé chez le boulanger, qu'en dépit de sa taille gigantesque, il pouvait s'adapter, sans en être gêné, à n'importe quel endroit, et qu'il se tenait sous le toit le plus bas, avec autant de grâce et avec la même majesté surnaturelle qu'il l'aurait fait dans une salle la plus haute. Peut-être fût-ce le plaisir que le brave esprit éprouvait à exhiber ce talent, peut-être fût-ce seulement son bon naturel, généreux et aimant, et sa sympathie pour les êtres pauvres qui le conduisit tout droit chez le commis de Scrooge. Car c'était là qu'il dirigea ses pas, entraînant Scrooge cramponné à sa robe. Et sur le seuil de la porte, l'esprit s'arrêta en souriant et bénit la demeure de Bob Cratchit en l'aspergeant de sa torche. Pensez donc, Bob n'avait que 15 bobs par semaine. Il n'empochait chaque samedi que 15 exemplaires de son propre nom, et cependant le fantôme du Noël présent bénissait sa maison de 4 pièces. Alors se leva Madame Cratchit, la femme de Cratchit, parée de sa plus belle robe, qui n'était qu'une vieille robe retournée, mais qu'elle avait enjolivée de rubans, car ils sont bon marché et font de l'effet pour quelques sous. Et elle commença à mettre la table, aidée de Belinda Cratchit, sa seconde fille, tout aussi enrubannée qu'elle, tandis que maître Peter Cratchit plongeait une fourchette dans la casserole de pommes de terre après avoir ramené dans sa bouche les coins de son monstrueux col de chemise, propriété personnelle de Bob concédée en l'honneur de Noël à son héritier présomptif, heureux de se sentir si bien mis et brûlant d'aller faire le gandin dans les parcs à la mode. Alors 2 petits Cratchit, un garçon et une fille, entrèrent en trombe, hurlant que, devant la boulangerie, ils avaient senti le fumet de l'oie et reconnu que c'était la leur. Et se plongeant voluptueusement dans les délices anticipées de la sauge et de l'oignon, ces jeunes Cratchits se mirent à danser autour de la table et portèrent aux nues
Peter Cratchit, qui soufflait sur le feu, en toute simplicité, bien que son col de chemise l'étouffât à moitié, et qui souffla si bien que les nonchalantes pommes de terre se décidèrent à bouillonner et à cogner contre le couvercle de la casserole pour dire qu'elles étaient bonnes à prendre et à peler. « Qu'est-ce qui peut bien retenir votre chenapan de père à cette heure ?» dit tendrement madame Cratchit. « Et Tiny Tim, et Marthe. Au dernier Noël, elle était là une demi-heure plus tôt pour le moins. »« Marthe est là, maman !» s'écria une jeune fille en entrant. « Voici Marthe, maman !» s'écrièrent les deux jeunes Cratchit. « Si tu savais comme l'oie est belle, Marthe !»« Mon Dieu, que tu es en retard, ma chérie !» dit madame Cratchit en l'embrassant une douzaine de fois et en la débarrassant de son châle et de son bonnet avec plus de zèle que de coutume. « Nous avons eu beaucoup de travail à terminer hier soir, » répondit la jeune fille. « Et ce matin, il a fallu mettre de l'ordre, maman. »« Bon, n'y pensons plus puisque te voilà, » dit madame Cratchit. « Assieds-toi devant le feu, ma grande, et réchauffe-toi bien. »« Non, non !» crièrent les deux jeunes Cratchit qui étaient partout à la fois. « Papa arrive ! Cache-toi, Marthe, cache-toi !» Marthe se cacha, et l'on vit entrer le petit Bob, le père avec un bon mètre de cache-nez, sans compter la frange, qui pondait devant lui et ses vêtements râpés, reprisés et brossés pour leur donner un air de fête, et Tiny Tim juché sur ses épaules. Hélas, le pauvre Tiny Tim marchait avec une petite béquille, et ses jambes étaient soutenues par une armature de fer. « Eh bien, où est notre Marthe ?» demanda Bob Cratchit en regardant autour de lui. « Elle ne vient pas, » dit madame Cratchit. « Elle ne vient pas ?» répéta Bob, perdant brusquement sa belle humeur qui lui avait servi de pur sang à Tiny Tim et qui était revenu de l'église au grand galop. « Elle ne vient pas le jour de Noël ?» Marthe eut du chagrin de le voir si déçu, fût-ce par plaisanterie. Elle sortit donc prématurément de sa cachette derrière la porte du placard et courut se jeter dans ses bras, tandis que les deux jeunes Cratchit s'emparaient de Tiny Tim et l'emportaient dans la buanderie pour lui faire écouter le pudding qui chantait dans la lessiveuse. « Est-ce que le petit Tim a été sage ?» demanda madame Cratchit après avoir taquiné Bob au sujet de sa crédulité, et quand Bob eut embrassé sa fille autant qu'il en avait envie. « Sage comme une image, et mieux encore, dit Bob. On dirait qu'à rester si longtemps assis tout seul, il réfléchit à des tas de choses et qu'il lui vient les idées les plus étranges du monde. Il m'a dit en revenant qu'il espérait que les gens l'avaient bien regardé à l'église parce qu'il est un infirme et que cela doit leur être agréable, surtout le jour de Noël, de penser à celui qui fit marcher les mendiants paralysés et rendit la vue aux aveugles. » La voix de Bob tremblait en répétant ces mots, et elle trembla bien davantage lorsqu'il ajouta que Tiny Tim prenait tous les jours plus de force et d'entrain. On entendit résonner sur le plancher son active petite béquille, et avant qu'une autre parole eût été prononcée, Tiny Tim entra, escorté de son frère et de sa sœur qui l'installèrent sur son tabouret près du feu, et tandis que Bob, ayant remonté ses manches, comme si le pauvre garçon il avait risqué de les abîmer davantage, composait dans une cruche un mélange chaud, où entrait du gin et des citrons qu'il agita et tourna un bon moment et qu'il mit à mijoter au coin du feu, Maître Peter et les deux petits Cratchit, ces prodiges d'ubiquité, s'en allèrent chercher l'oie qu'ils rapportèrent bientôt en cortège triomphal. À entendre le tumulte causé par leur entrée, on aurait pu croire qu'une oie était le plus rare de tous les oiseaux, un phénomène emplumé auprès duquel un cygne noir serait l'objet le plus banal. Et c'était en vérité plus ou moins le cas dans cette maison. Madame Cratchit fit chauffer la sauce, préparée d'avance dans une petite casserole. Maître Peter écrasa les pommes de terre avec une vigueur incroyable. Miss Belinda sucra la compote de pommes. Marthe essuya les assiettes chaudes. Bob attela le petit Tim près de lui dans un tout petit coin. Les deux jeunes Cratchit avancèrent des chaises pour tout le monde et n'eurent garde de s'oublier, puis ils se mirent en faction, chacun à son poste, une cuillère enfoncée dans la bouche pour être sûr de ne pas réclamer de l'oie avant que vint leur tour d'être servi. Enfin, les plats furent posés sur la table, et l'on dit le Bénédicité. Il fut suivi d'un long silence haletant lorsque madame Cratchit, examinant lentement, du manche à la pointe, le couteau à découper, se para à le plonger dans la poitrine de l'oie. Mais à peine l'eut-elle fait, à peine une bouffée de la farce longtemps attendue s'en fut-elle échappée, qu'un ronronnement de béatitude monta du cercle des convives, et que Tiny Tim lui-même, excité par les deux jeunes Cratchit, martela la table du manche de son couteau et cria d'une voix ténue « Hurrah !» Jamais l'on ne vit pareille oie. Bob déclara qu'il ne croyait pas qu'on n'en eût jamais fait cuire de telle. Sa chair tendre, son goût exquis, sa grosseur et la modicité de son prix furent les thèmes de l'admiration universelle. Et en y ajoutant la compote de pommes et la purée, ce fut un dîner suffisant pour toute la famille. Et même, comme le fit remarquer madame Cratchit avec beaucoup de joie, l'œil fixé sur un atome d'os qui restait dans le plat, ils n'avaient pas tout mangé. Pourtant, chacun en avait eu assez, et les plus jeunes Cratchit en particulier étaient barbouillés de sauge et d'oignons jusqu'aux yeux. Mais lorsque les assiettes eurent été changées par Miss Belinda, madame Cratchit quitta la pièce seule, trop émue pour supporter la présence de témoins, afin de démouler le pudding et de l'apporter sur la table. Et s'il n'était pas assez cuit ? Et s'il allait se casser quand elle le démoulerait ?
Et si quelqu'un était passé par-dessus le mur de la courette et l'avait volé pendant qu'il se régalait les doigts? À cette dernière supposition, les deux jeunes Cratchit devinrent blêmes. Toutes sortes d'horreurs furent supposées. Oh! Oh! Un grand nuage de vapeur, le pudding était sorti du baquet. Une odeur de jour de lessive, c'était la mousseline qui l'enveloppait. L'odeur d'un restaurant qui serait à côté d'une pâtisserie voisine du blanchisserie. C'était le pudding. 1 minute après, Madame Cratchit faisait son entrée, le visage rouge mais souriant d'un air fier, portant le pudding semblable à un boulet de canon, moucheté, dur et ferme à souhait, imbibé d'un quart de pinte d'eau-de-vie enflammée et adorné d'une branche de houx plantée à son sommet en l'honneur de Noël. « Oh, le merveilleux pudding !» Bob Cratchit déclara, et il parlait avec pondération qu'il considérait ce pudding comme le plus grand succès de la carrière de Madame Cratchit depuis leur mariage. Madame Cratchit répondit que, n'ayant plus ce poids sur la conscience, elle pouvait bien avouer qu'elle avait eu quelques doutes sur la quantité de farine. Chacun eut son mot à dire, mais personne n'insinua ou ne pensa que c'était en réalité un très petit pudding pour une si nombreuse famille. Ça aurait été pure hérésie, pas un seul Cratchit qui n'eût rougi de le suggérer. Enfin, le dîner achevé, la table fut desservie, le foyer balayé et le feu attisé. La mixture de la cruche ayant été goûtée et jugée parfaite, on plaça des oranges et des pommes sur la table et une pelletée de châtaignes sous les cendres. Puis toute la famille Cratchit s'installa devant le foyer, formant ce que Bob appela un cercle, voulant dire un demi-cercle. À portée de sa main, Bob avait toute la verrerie de la famille, 2 gobelets et un petit pot à crème qui avait perdu son anse. Ces récipients toutefois continrent la boisson chaude de la cruche aussi bien que l'eussent fait des timbales d'or. Bob la servit d'un air rayonnant, tandis que sur le feu les châtaignes sautaient et se fendaient à grand bruit. Alors Bob leva son verre. « Joyeux Noël à tous, mes chéris! Que Dieu nous bénisse !» La famille entière fit écho. « Dieu nous bénisse tous !» dit Tiny Tim qui parla le dernier. Il était assis sur son petit tabouret, très près de son père. Bob tenait sa menotte flétrie dans la sienne, comme s'il aimait l'enfant d'une tendresse spéciale et désirait le garder à ses côtés de peur qu'il ne lui fût ravi. « Esprit !» dit Scrooge avec un intérêt qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. « Dites-moi si Tiny Tim vivra. » « Je vois une place vacante au coin du pauvre foyer, » répondit l'esprit, « et une béquille sans propriétaire conservée comme une relique. Si l'avenir ne change rien à ses ombres, cet enfant va mourir. »« Non, non, » dit Scrooge. « Oh non, bon esprit, dites qu'il sera épargné. »« Si l'avenir ne change rien à ses ombres, » répéta l'esprit, « aucun de mes successeurs ne le trouvera ici. Et puis après, s'il doit mourir qu'il le fasse, cela diminuera l'excédent de la population. » Scrooge inclina la tête, accablé de remords et de tristesse en entendant l'esprit citer ses propres paroles. « Ô homme, dit l'esprit, si tu as un cœur d'homme et non un cœur de pierre, cesse d'employer ces hypocrites jargons jusqu'à ce que tu aies découvert ce qu'est ce surplus et où il est. Vas-tu décider quels êtres doivent vivre et quels êtres doivent mourir? Il se peut qu'aux yeux du ciel tu sois moins précieux et moins digne de vivre que des millions d'êtres semblables à l'enfant de ce pauvre homme. Grand Dieu, entendre l'insecte sur la feuille décréter qu'il y a trop peu de mortalité parmi ses frères affamés luttant dans la poussière. » Tout tremblant, Scrooge subit la réprimande de l'esprit les yeux baissés, mais il le releva vivement en entendant prononcer son nom. « À la santé de Monsieur Scrooge !» disait Bob. « Je propose de boire à Monsieur Scrooge, le patron de la fête. »« Le patron de la fête, vraiment ?» s'écria Madame Cratchit en rougissant. « Si je le tenais, je le régalerais de toutes les bonnes choses que je pense de lui, et il lui faudrait un fier appétit pour les digérer, je vous en réponds. »« Ma bonne, » dit Bob, « les enfants, le jour de Noël. »« Il faut que ce soit le jour de Noël, en effet, » dit-elle, « pour que nous buvions à la santé d'un homme aussi odieux, aussi pingre, aussi dur et aussi insensible que Monsieur Scrooge. Tu sais qu'il est tout cela, Robert. Personne ne le sait mieux que toi, pauvre garçon. »« Ma chérie, » protesta Bob avec douceur, « le jour de Noël. »« Je boirai donc à sa santé pour l'amour de toi, et à cause de ce jour, » dit Madame Cratchit. « Mais ce n'est pas à l'amour de lui. Je lui souhaite une longue vie et un joyeux Noël et une heureuse année. Il sera très joyeux et très heureux, je n'en doute pas. » Les enfants burent à la santé de Scrooge après elle. De toute la soirée, ce furent la première chose qu'ils ne firent pas de bon cœur. Tiny Tim leva son verre le dernier, mais sans entrain. Scrooge était l'ogre de la famille. Son nom seul avait jeté sur leur petite fête une ombre qui mit bien 5 minutes à se dissiper. Lorsqu'ils eurent chassé de leur esprit l'image de Scrooge le maléfique, le seul soulagement les rendit 20 fois plus gais qu'avant. Bob Cratchit leur apprit qu'il avait en vue pour mettre Peter une situation dans laquelle il pourrait gagner, s'il l'obtenait, jusqu'à 5 shillings et demi par semaine.
Les deux jeunes Cratchit rirent à gorge déployée en imaginant Peter sous les traits d'un homme d'affaires, et Peter lui-même contempla le feu d'un air pensif entre les pointes de son col, comme s'il réfléchissait d'avance au placement qui l'honorerait de son choix quand il serait en possession de ce revenu étourdissant. Marthe, pauvre petite apprentie chez une marchande de mode, leur parla alors des besognes qui lui étaient assignées, du nombre d'heures qu'elle passait à travailler sans arrêt, et leur déclara qu'elle avait l'intention de rester au lit très tard le lendemain matin pour se reposer, le lendemain étant un jour de congé qu'elle passait à la maison. Elle leur raconta aussi que peu de jours auparavant, elle avait vu un lord et une comtesse, et que le lord était à peu près de la taille de Peter. Sur quoi Peter tira sur sa chemise et haussa tellement le col que si vous aviez été là, vous auriez perdu sa tête de vue. Pendant tout ce temps, les châtaignes et la cruche circulaient à la ronde. Et puis Tiny Tim leur chanta une romance où il était question d'un enfant perdu dans la neige. Tiny Tim, qui avait une petite voix plaintive, la chanta très joliment, en vérité. Il n'y avait là rien de très élégant. Les gens de cette famille n'étaient pas beaux, ils n'étaient pas bien habillés. Leurs chaussures avaient depuis longtemps cessé d'être imperméables, leurs vêtements étaient minables et Peter connaissait bien, j'en jurerais, la boutique du prêteur sur gage. Pourtant ils étaient heureux de vivre et pleins de gratitude, satisfaits les uns des autres et de la fête qu'ils célébraient. Et lorsqu'ils s'effacèrent peu à peu au regard, l'air encore plus ravi à la lueur des brillantes étincelles dont l'esprit les aspergea en partant, Scrooge tint les yeux fixés sur eux, surtout sur Tiny Tim, jusqu'à ce qu'ils eussent complètement disparu. À ce moment, la nuit tombait, et il neigeait assez fort, et tandis que Scrooge et l'esprit cheminaient le long des rues, les feux qui ronflaient dans les cuisines, dans les salons, dans toutes sortes de pièces répandaient de merveilleuses lueurs. Ici, la clarté de la flamme vacillante révélait les préparatifs d'un bon petit repas, avec les assiettes chauffant à qui mieux devant le foyer, et les rideaux rouges foncés qu'on allait tirer bientôt pour empêcher la nuit et le froid de pénétrer dans la pièce. Là, tous les enfants de la maison s'élançaient dans la neige pour courir à la rencontre de leurs sœurs mariées, de leurs frères, de leurs cousins, oncles et tantes, et pour être les premiers à leur souhaiter un joyeux Noël. Ailleurs, l'on voyait sur le store de la fenêtre l'ombre des convives assemblés, et plus loin une bande de jolies filles encapuchonnées et chaussées de bottes fourrées trottinaient d'un pas léger, en bavardant tout à la fois, vers quelques maisons voisines. Alors malheur aux pauvres célibataires qui les verraient entrer, et les rusées magiciennes le savaient bien, les joues rosies par le froid. D'ailleurs, à en juger par le nombre de gens qui se rendaient à d'amicales réunions, on aurait pu croire qu'il ne resterait personne au logis pour les accueillir quand ils y arriveraient. Or, il n'y avait pas de maison où l'on attendît de la compagnie et où l'on empila le charbon sur les grilles jusqu'à mi-cheminée. Dieu du ciel, comme l'esprit exultait, comme il dénudait sa large poitrine et ouvrait sa vaste paume, comme il allait flottant versant d'une main généreuse sa vive et innocente allégresse sur les objets qui étaient à sa portée, jusqu'à l'allumeur de réverbères qui courait devant eux, piquant de petits points de lumière la rue ténébreuse, déjà en grande toilette pour aller passer la soirée quelque part, et qui se mit à rire tout haut lorsque passa l'esprit, bien qu'il se doutât peu, cet allumeur de réverbères, qu'il n'avait d'autre compagnon que Noël. Et tout à coup, sans un mot d'avertissement de l'esprit, ils se trouvèrent sur une lande froide et déserte, parsemée çà et là d'énormes masses de pierres brutes, comme si c'eût été un lieu de sépulture pour géants. L'eau s'y répandait partout où elle voulait, ou du moins elle se serait répandue si la gelée ne l'avait pas retenue prisonnière. Rien n'y poussait que la mousse et la jonc, entourées d'une herbe rare et grossière. Le soleil couchant avait laissé à l'horizon de l'ouest une traînée rouge ardent, semblable à un œil menaçant et maussade, dont le regard flamba un instant sur ce paysage désolé avant de tomber plus bas encore, et de se perdre enfin dans les épaisses ténèbres d'une nuit profonde. « Quel est cet endroit » demanda Scrooge. « Un endroit où vivent les mineurs qui travaillent dans les entrailles de la terre. Mais ils me connaissent, dit l'esprit. Regarde. » Une lumière brillait à la fenêtre d'une hutte, et c'est vers elle qu'ils allèrent d'un pas vif. Traversant le mur de boue et de pierre, ils trouvèrent une joyeuse compagnie assemblée autour d'un grand feu. Un homme très vieux et sa femme, avec leurs enfants, leurs petits-enfants, et encore une autre génération, tous vêtus de leur habit de fête. Le vieillard, d'une voix qui parvenait rarement à dominer les hurlements du vent sur la lande stérile, leur chantait un chant de Noël, déjà fort ancien au temps de sa jeunesse. Et de temps en temps, tous reprenaient le refrain en chœur. Chaque fois qu'ils entonnaient le chant, le vieillard retrouvait joie et vigueur, et sitôt qu'il se taisait, il perdait cet élan de vie et redevenait débile. L'esprit ne s'attarda pas dans cette demeure. Il ordonna à Scrooge de bien tenir sa robe, et survolant la lande, se dirigea rapidement vers... Pas vers la mer ? Ah si, vers la mer. À sa grande terreur, Scrooge, en tournant la tête, vit s'éloigner l'effrayant alignement de rochers du rivage, et ses oreilles furent assourdies par le tonnerre des vagues rugissantes, battant et martelant les effroyables grottes que leur fureur avait creusées dans un effort impétueux pour miner la terre. Bâti sur un morne récif de brisants à fleur d'eau, se dressait à 1 ou 2 lieues de la côte un phare solitaire sur lequel les flots venaient frapper rageusement, sans répit, tout le long de l'année. D'épaisses masses de varech s'accrochaient à sa base, et les oiseaux de mer, nés du vent sans doute comme les algues de l'eau, volaient alentour, montant et descendant comme les vagues qu'ils rasaient de l'aile.
Mais même en ce lieu, les deux hommes qui surveillaient la lampe avaient allumé un grand feu qui, par leur meurtrière aménagée dans l'épais mur de pierre, jetait un rayon brillant sur l'océan sinistre. Leurs mains calleuses jointes par-dessus la table grossière à laquelle ils étaient assis, ils se souhaitèrent un joyeux Noël en buvant leur pot de grog, et l'un des deux, le plus âgé, dont le visage était racorni et ravagé par les intempéries, autant que le peut être la figure de proue d'un vieux navire, entonna un chant rude qui était lui-même une sorte de coup de vent tempétueux. L'esprit poursuivit sa course rapide au-dessus de la mer noire et houleuse, toujours plus avant, jusqu'à ce qu'ayant laissé derrière eux tout rivage, ainsi qu'il en informa Scrooge, ils vinssent à se poser sur un navire. Ils se tinrent auprès du timonier à la barre, auprès de la vigie du bossoir, auprès des officiers de quart. Sombres silhouettes indistinctes, chacun à son poste, sans exception, fredonnaient un refrain de Noël. Pensez à Noël, vous rappelait à voix basse à son compagnon le souvenir de quelques Noëls passés, mêlés à l'espoir du retour au foyer. Et tous les hommes du bord, éveillés ou endormis, bons ou méchants, avaient échangé ce jour-là des paroles plus bienveillantes qu'en aucun autre jour de l'année. Tous avaient pris une part plus ou moins grande à sa célébration, tous avaient évoqué leur cher absent avec la certitude que là-bas, ce qu'ils aimaient penser à eux en ce jour. Ce fut une grande surprise pour Scrooge, tandis qu'il prêtait l'oreille aux lamentations du vent et qu'il songeait à l'austère majesté de ce voyage à travers la nuit déserte, au-dessus d'un abîme inconnu, dont les profondeurs recelaient des mystères aussi impénétrables que la mort. Ce fut, dis-je, une grande surprise pour Scrooge, ainsi plongé dans ses pensées, que d'entendre soudain un jovial éclat de rire. Il fut encore bien plus surpris en reconnaissant le rire de son propre neveu et en s'apercevant qu'il se trouvait dans une pièce agréable, sèche, bien éclairée, avec l'esprit qui souriait debout à ses côtés en observant ce même neveu d'un air aimable et approbateur. Faisait le neveu de Scrooge. Si par un hasard peu probable il vous arrive de rencontrer un homme qui sache rire de meilleur cœur que le neveu de Scrooge, tout ce que je puis dire c'est que j'aimerais moi aussi le rencontrer. Présentez-le-moi et je cultiverai sa connaissance. Par une juste, noble et légitime répartition des choses de ce monde, si la maladie et la tristesse sont contagieuses, il n'est rien qui se communique aussi irrésistiblement que le rire et la bonne humeur. Quand le neveu de Scrooge riait de cette façon, se tenant les côtes, roulant la tête, se contorsionnant les traits, jusqu'aux plus extravagantes grimaces, la nièce par alliance de Scrooge riait d'aussi bon cœur que son mari. Et les amis réunis chez eux ce soir-là ne se laissaient pas distancer et riaient à gorge déployée. Il m'a dit que les vœux de Noël étaient des sornettes, voilà ce qu'il m'a dit, criait le neveu de Scrooge, parole d'honneur, et il le croit. Ce n'en est que plus honteux, Fred, dit la nièce de Scrooge indignée. Ah, les femmes, elles ne font jamais les choses à moitié, elles prennent tout au sérieux. Elle était très jolie, extrêmement jolie, avec son charmant visage à l'air étonné, tout couvert de fossettes, sa petite bouche charnue faite pour recevoir des baisers, et qui en recevait sûrement, son menton où toutes sortes de gentils petits creux se fondaient l'un dans l'autre lorsqu'elle riait, et les yeux les plus ensoleillés que vous ayez jamais vus dans le visage d'une jeune femme. Toute sa personne était ce que vous auriez qualifié de provoquant, vous savez, mais en même temps vous l'auriez regardé avec plaisir. Oh, avec un plaisir sans mélange. C'est un cocasse vieux bonhomme, en vérité, dit le neveu de Scrooge. Il pourrait être plus aimable, mais ses défauts portent avec eux leur propre châtiment, et je n'ai rien à dire contre lui. Je suis sûre qu'il est très riche, Fred, insinua la nièce de Scrooge. Du moins, tu me l'as toujours dit. Et quand cela serait, ma chérie, répondit le neveu de Scrooge, sa fortune ne lui sert à rien. Il ne fait même pas de bien autour de lui. Il ne se rend pas la vie agréable. Il n'a même pas la satisfaction de penser que c'est nous qui en profiterons un jour. Je le trouve odieux, dit la nièce de Scrooge. Les sœurs de la nièce de Scrooge et toutes les autres dames exprimèrent la même opinion. Oh, pas moi, dit le neveu de Scrooge. Je le trouve à plaindre. Je ne pourrais pas lui en vouloir même si je m'y appliquais. Qui souffre de ces méchantes lubies? Lui-même toujours. Tenez, il s'est mis dans la tête de nous détester. Il a refusé de venir dîner avec nous. Conséquence, après tout, il ne perd pas un dîner bien mirifique. Vraiment? Eh bien, je trouve qu'il perd un très bon dîner, interrompit la nièce de Scrooge. Tout le monde fut de son avis, et l'on doit reconnaître qu'ils étaient bons juges car ils venaient de terminer le repas. Les desserts étaient encore sur la table et les convives se pressaient autour du feu sous la lampe. Je suis ravi de l'apprendre, ma foi, dit le neveu de Scrooge, parce que je n'ai pas grande confiance dans ces jeunes maîtresses de maison. Qu'en dis-tu, Topper? Topper avait nettement des vues sur une des sœurs de la nièce de Scrooge, car il répondit qu'un célibataire n'était qu'un misérable paria qui n'avait pas le droit d'exprimer une opinion sur ce sujet. Sur quoi, la sœur de Scrooge, la petite potelée aux fichues dentelles, pas celle qui porte le bouquet de roses au corsage, rougit très fort. « Continue, Fred !» dit la nièce de Scrooge en frappant des mains. « Il n'achève jamais ce qu'il a commencé de dire. Quelle manie ridicule !» Le neveu de Scrooge s'abandonna de nouveau à son hilarité, et comme il était impossible de se préserver de la contagion, bien que la sœur potelée s'y efforçât à l'aide d'un flacon de sel, son exemple fut unanimement suivi. « J'allais dire,
reprit le neveu de Scrooge, que la conséquence du fait qu'il ne nous aime pas et qu'il refuse de venir se réjouir avec nous est qu'il perd d'agréables moments qui ne lui auraient pas fait de mal. Je suis sûr qu'il se prive d'une compagnie plus aimable que celle qu'il peut trouver auprès de ses propres pensées, soit dans son vieux bureau moisi, soit dans son logement poussiéreux. J'ai l'intention de lui offrir chaque année, qu'il le veuille ou non, la même chance d'en sortir, car j'ai pitié de lui. Libre à lui de se moquer de Noël jusqu'à sa mort, mais je le mets au défi de ne pas être ébranlé dans son opinion lorsqu'il me verra arriver tous les ans, régulièrement, et toujours d'aussi bonne humeur pour lui dire « Comment allez-vous, oncle Scrooge ?» Si seulement cela lui donnait l'idée de léguer une cinquantaine de livres sterling à son pauvre commis, ce serait déjà quelque chose. Et je crois qu'il était assez ébranlé après ma visite hier. Ce fut à leur tour de rire à l'idée de Fred en train d'ébranler Scrooge. Mais comme il avait un très bon caractère et que l'objet de leur rire lui importait peu pourvu qu'il les entendît rire, il les encouragea à manifester leur joie en faisant gaiement circuler la bouteille. Après le thé, on fit un peu de musique, car c'était une famille de musiciens, et je vous assure qu'ils savaient à merveille chanter a cappella des chœurs ou des fugues. Topper surtout faisait gronder sa voix de basse comme personne, sans gonfler les grosses veines de son front ni devenir rouge comme un coq. La nièce de Scrooge jouait fort joliment de la harpe. Elle joua, entre autres morceaux, un petit air tout simple, un rien. Vous auriez appris à le siffler en 2 minutes. Et c'était un des airs favoris de la petite fille qui jadis allait chercher l'enfant Scrooge à l'école, comme le lui avait rappelé le fantôme des Noëls passés. Quand cette mélodie se fit entendre, toutes les choses que l'esprit lui avait montrées lui revinrent à la mémoire. Il s'attendrit de plus en plus, et songea que s'il avait pu l'écouter souvent, des années auparavant, il aurait sans doute cultivé les douceurs de l'amitié en cette vie, pour son propre bonheur et ses propres mains, sans avoir recours à l'appel du fossoyeur qui avait enterré Jacob Marley. Mais la soirée ne fut pas consacrée tout entière à la musique. Au bout d'un moment, ils jouèrent au gage, et il était bon de redevenir enfant de temps en temps. Et Noël n'était-il pas la meilleure occasion de le faire, puisque celui que l'on fête est un dieu enfant. Attendez, ils firent d'abord une partie de colin-maillard. Mais oui, c'est par là qu'ils commencèrent. Et vous ne me ferez pas croire que le bandeau de Topper l'aveuglait honnêtement. Non, non, autant croire qu'il avait des yeux dans ses bottines. Mon opinion est que la chose était convenue entre lui et le neveu de Scrooge et que l'esprit du Noël présent le savait. La façon dont il poursuivait la sœur Potelé au col de dentelle est un outrage à la crédulité de la nature humaine. Renversant la garniture de foyer, roulant par-dessus les chaises, se cognant au piano, s'enchevêtrant à y étouffer dans le rideau, partout où elle allait, il allait. Il savait toujours où se trouvait la sœur Potelé. Il n'essayait même pas d'attraper les autres. Si vous étiez jeté sur lui volontairement, comme certains le firent, il aurait fait pour essayer de vous saisir une feinte offensante pour votre intelligence avant de repartir aussitôt dans la direction de la sœur Potelé. Elle s'écriait souvent que ce n'était pas du jeu, et elle avait raison. Mais lorsqu'il réussit à l'attraper enfin, lorsqu'en dépit de tous les froufrous de sa robe de soie, en dépit de ses fuites papillonnantes, il l'emprisonna dans un coin où elle ne pouvait plus lui échapper, alors la conduite de Topper devint vraiment abominable. Car il prétendit ne pas la reconnaître. Il prétendit avec une monstrueuse hypocrisie qu'il était nécessaire de toucher sa coiffure et de s'assurer de son identité en caressant une certaine bague qu'elle portait au doigt et une certaine chaîne qui ornait son cou. Nul doute qu'elle ne lui ait dit sa façon de penser quand le mouchoir ayant passé sur les yeux d'un autre, ils se furent retirés derrière les rideaux pour discuter tout bas d'un air confidentiel. La nièce de Scrooge n'était pas de la partie de Colin Maillard. On l'avait installée dans un bon petit coin du salon sur un fauteuil avec un tabouret sous les pieds. Et Scrooge ainsi que l'esprit se tenaient debout derrière elle. Mais elle joua au gage et elle épuisa toutes les lettres de l'alphabet à dire « J'aime mon amour à la folie ». Quant au petit papier, elle y excellait, et à la secrète jubilation du neveu de Scrooge, elle battit ses sœurs à plate couture. Elles étaient pourtant malines, comme Topper aurait pu vous le dire. Il y avait là peut-être une vingtaine de personnes, jeunes ou vieilles, mais toutes jouèrent et Scrooge avec eux, car oubliant complètement tant il s'intéressait à cette scène que sa voix ne produisait aucun son à leurs oreilles, il criait parfois très fort le mot qu'il avait deviné, et lui arrivait souvent de tomber juste, car l'aiguille la plus fine, la meilleure Whitechapel, garantie pour ne pas couper le fil, n'était pas plus aiguë que Scrooge malgré l'air obtus qu'il s'obstinait à se donner. L'esprit était très satisfait de le voir de cette humeur, et il considérait d'un air d'une grande bienveillance que Scrooge lui demanda en grâce, comme un enfant, la permission de rester jusqu'au départ des invités. Mais cela, répondit l'esprit, était chose impossible. « Voici un nouveau jeu !» s'écria Scrooge. « Une demi-heure, esprit, rien qu'une demi-heure !» C'était un jeu appelé les portraits. Le neveu de Scrooge devait penser à un objet ou à une personne, et les autres devaient trouver ce que c'était en lui posant des questions. Il n'y répondait que par oui ou non, suivant le cas. Le feu nourri d'interrogations auxquelles il fut soumis lui arracha qu'il pensait à un animal vivant, un animal assez déplaisant, un animal sauvage, un animal qui grondait parfois, qui parlait à l'occasion, qui habitait Londres, qui se promenait dans les rues, qui n'était pas exhibé en public pour de l'argent, ni mené en laisse, qui ne vivait pas dans une ménagerie, qu'on ne tuait pas à l'abattoir, qui n'était ni un cheval, ni un âne, ni une vache, ni un taureau, ni un tigre, ni un chien, ni un cochon, ni un chat, ni un ours. À chaque nouvelle question qu'on lui posait, le neveu partait d'un nouvel éclat de rire et se mettait dans un tel état de jubilation qu'il était obligé de quitter le divan pour aller trépigner sur le parquet. À la fin, la sœur Potelé, prise à son tour du fourré, s'écria
J'ai trouvé! Je sais ce que c'est, Fred! Je sais ce que c'est! Qu'est-ce que c'est? Votre oncle Scrooge! C'était cela même. L'admiration fut le sentiment général, bien que quelqu'un protestât qu'à la question Est-ce un ours? Fred aurait dû répondre oui. Sa réponse négative avait suffi à détourner leurs pensées de M. Scrooge, en supposant qu'elles eussent tendu de ce côté. Il nous a valu bien de l'amusement, c'est sûr, dit Fred, et nous serions des ingrats si nous ne buvions pas à sa santé. Nous avons tous un verre de vin chaud à portée de main, et je propose donc à l'oncle Scrooge. Soit, à l'oncle Scrooge, s'écrièrent-ils. Joyeux Noël et bonne année au vieillard, malgré son mauvais caractère, dit le neveu de Scrooge. Il n'a pas voulu de mes vœux, mais il les aura tout de même. À l'oncle Scrooge! L'oncle Scrooge était devenu insensiblement si gai et si léger de cœur qu'il aurait répondu en buvant à son tour à la santé de ces gens qu'il ne voyait pas, et prononçait un discours de remerciement que personne n'aurait entendu si l'esprit le lui avait laissé le temps. Mais au dernier mot prononcé par le neveu, la scène entière s'effaça, et les deux voyageurs reprirent leur pèlerinage. Ils virent beaucoup de pays. Ils allèrent très loin et rendirent visite à de nombreuses demeures, toujours avec un résultat heureux. L'esprit se tenait au chevet des malades et il reprenait courage. Près des exilés en terre étrangère, ils se croyaient dans leur patrie. Près d'hommes tourmentés, il retrouvait la patience avec l'espoir suprême. Près des pauvres qu'il enrichissait. Dans les asiles d'indigents, les hôpitaux, les prisons, dans tous les lieux où se réfugie la misère, lorsque l'homme orgueilleux n'avait pas usé de sa petite autorité éphémère pour en barricader les portes et en interdire l'entrée à l'esprit, il laissait sa bénédiction et enseignait à Scrooge ses préceptes. Ce fut une longue nuit, si cela ne dura qu'une nuit. Mais là-dessus, Scrooge avait quelques doutes car les vacances de Noël semblaient s'être condensées dans le temps qu'ils passèrent ensemble. Il était étrange aussi que Scrooge demeurât inchangé dans son aspect extérieur, tandis que l'esprit vieillissait visiblement. Scrooge remarqua ce changement mais n'en parla pas, jusqu'au moment où, sortant d'une réunion d'enfants le soir des rois, et comme s'ils se tenaient côte à côte à l'air libre, il s'aperçut que l'esprit avait les cheveux gris. « La vie des esprits est-elle si courte » demanda Scrooge. « Ma vie sur le globe est très brève, » répondit l'esprit. « Elle se termine ce soir. »« Ce soir » s'écria Scrooge. « Ce soir à minuit. Écoute, le moment approche. » Aux horloges sonnaient au même instant les 3/4 des 11 heures. « Pardonnez-moi si j'outrepasse mes droits en vous posant cette question, » dit Scrooge, les yeux fixés sur la tunique de l'esprit, « mais je vois quelque chose d'étrange et qui n'appartient pas à votre personne dépassée de votre robe. Est-ce un pied ou une griffe ?»« À en juger par la chair qui le recouvre, ce pourrait être une griffe, » répondit tristement l'esprit. « Regarde. » Des plis de son vêtement, il fit sortir 2 enfants, misérables, abjects, effrayants, hideux et pitoyables, qui s'agenouillèrent à ses pieds et se cramponnèrent à ses jupes. « Regarde, ô homme, regarde, baisse les yeux et regarde » s'écria l'esprit. C'était un garçon et une fille, jaunes, décharnés en haillons, l'air renfrogné et féroce, mais rampant à force de bassesse, alors que la grâce de la jeunesse aurait dû empreindre leurs traits et leur prêter ses plus fraîches couleurs. Une main aussi flétrie et desséchée que celle du temps les avait pincés, tordus, effilochés. Là où les anges auraient dû trôner, rôder les démons au regard sinistre et menaçant. Nulle métamorphose, nulle dégradation, nulle perversion de l'être humain à quelque degré que ce soit dans les mystères les plus étonnants de la création n'ont produit des monstres aussi horribles et aussi terrifiants. Scrooge recula épouvanté. Comme on le lui présentait ainsi, il essaya de dire que c'étaient des beaux enfants, mais ses paroles s'étouffèrent d'elles-mêmes plutôt que de se faire les complices d'un aussi énorme mensonge. « Esprit, sont cela vos enfants ?» Scrooge n'en put dire davantage. « Ce sont les enfants des hommes, » dit l'esprit, abaissant sur eux son regard, « et ils s'accrochent à moi pour échapper à leur père. Celui-ci est l'ignorance, celle-ci est la misère. Garde-toi de l'un comme de l'autre et de toute leur race, mais crains surtout le garçon, car je vois écrites sur son front les paroles qui condamnent, et qui vous condamneront à moins que vous ne les effaciez. Que les hommes nient l'évidence, clama l'esprit en étendant la main vers la cité, qu'ils calomnient ceux qui les dénoncent. Acceptez-en l'existence pour servir vos fins égoïstes, aggravez cet état de choses et vous verrez ce qui se produira. N'ont-ils pas de refuge? Sont-ils sans ressources? Demanda Scrooge. N'y a-t-il pas de prison? Dit l'esprit, l'attaquant pour la dernière fois à l'aide de ses propres paroles. N'y a-t-il pas d'hospice, d'asile des pauvres? Minuit sonna. Scrooge chercha des yeux le fantôme et il ne le vit plus. Quand le dernier des 12 coups cessa de vibrer, il se rappela la prédiction du vieux Jacob Marley, et levant la tête, il aperçut un spectre à l'allure solennelle, voilé et encapuchonné, qui s'avançait vers lui comme glisse un brouillard au ras du sol.